Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Et vous avez bien raison, Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, un programme riche et varié évidemment sur notre antenne. Aujourd'hui, on parlera notamment des grandes fortunes de Tchéquie avec pas moins de 4 hommes d'affaires tchèques qui figurent dans le nouveau classement publié par le magazine Forbes. Et puis on parlera également des Oscars. La nuit des Oscars, ce sera ce dimanche et il y a une chance qu'un Oscar soit remporté par une coproduction tchèque. Vous en saurez davantage dans la deuxième partie de cette émission. Mais pour l'heure, on fait le point sur l'actualité et c'est en compagnie d'Anna Kubishta. Les informations. Selon le président tchèque Petr Pavel, la Tchéquie aurait tout intérêt à participer à une réunion d'information sur l'initiative française de dissuasion nucléaire avancée proposée récemment par Emmanuel Macron. S'exprimant lors d'une visite à la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie, il a estimé que Prague devrait au minimum s'informer sur ce projet et envisager d'y prendre part si les conditions proposées par la France sont acceptables. Dans son discours à la base navale de l'île Longue début mars, le président français a mis l'accent sur la coopération et la solidarité avec des alliés de la France en Europe, dévoilant un nouveau concept de dissuasion avancée afin de renforcer la sécurité du continent face aux nouvelles menaces. 8 pays européens ont déjà signifié leur intérêt, à commencer par l'Allemagne et la Pologne. Pour Petr Pavel, il est important que la Tchéquie assume sa part de responsabilité dans la sécurité européenne et examine toutes les initiatives susceptibles de renforcer la protection du pays et de ses alliés. Le gouvernement tchèque veut accélérer la transformation numérique de l'administration et vise la numérisation de tous les services publics d'ici 1 an. L'objectif est de respecter les exigences du droit au service numérique qui garantit aux citoyens la possibilité de communiquer avec l'État en ligne. Selon les autorités, les ministères doivent finaliser la mise en ligne des services encore non numérisés et compléter leur description dans le catalogue officiel des services publics. Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a déclaré que les ONG cherchant à influencer la politique devraient être soumises à un système d'enregistrement. L'idée viserait surtout les organisations ayant des liens ou financements étrangers afin d'augmenter la transparence sur leurs activités. Selon le chef de la coalition, l'objectif n'est pas de limiter toutes les ONG, mais de mieux identifier celles qui interviennent dans les décisions politiques ou les politiques publiques. Cette proposition de loi, préparée par des personnalités considérées comme proches de la sphère pro-russe et de la sphère de désinformation, suscite de nombreuses critiques à la fois de la société civile et de l'opposition qui la comparent à une loi en vigueur en Russie. Les cartes d'identité tchèques délivrées avant la mi-2000 cesseront d'être valables. Le 2 août prochain, elles devront être remplacées. Selon le ministère de l'Intérieur, environ 10 000 personnes sont concernées, principalement des seniors nés avant 1936. Ces anciens documents officiels ne comportent pas de date d'expiration ou indiquent une validité illimitée, ce qui ne correspond plus aux normes de sécurité actuelles. Et puis le centre-ville de Liberec, dans le nord de la Bohème, sera transformé la semaine prochaine pour le tournage du film Victura, consacré au voyage européen du jeune Kennedy dans les années 30. L'opération entraînera des restrictions de stationnement autour de l'hôtel de ville et dans le quartier historique afin d'installer les décors et recréer l'ambiance de l'époque. Un mot de météo pour terminer. Samedi, jour de fête des routes, grisaille et légère baisse des températures, 14 degrés pour les moyennes maximales. Radio Prague International, le programme francophone. Merci à Anna Kubishta qui reste avec nous dans ce studio, avec également Alena Gebertová qui, comme toutes les semaines, vous a préparé la revue de la presse tchèque. C'est tout de suite maintenant. Miroir de la société à la lumière de la presse. Les très grandes fortunes tchèques n'ont pas d'équivalent dans la région. C'est le constat dressé par l'hebdomadaire Respect qui estime que ce phénomène peut être considéré comme une anomalie tchèque.
Le passage d'une économie centralisée à une économie de marché dans les années 90 a entraîné un incroyable redéploiement des richesses en Europe de l'Est. 35 ans plus tard, on peut voir que l'approche tchèque, qui consistait à vendre le plus rapidement possible les biens de l'État, a généré un groupe relativement important de personnes extrêmement riches. C'est bien visible par exemple dans le classement des 500 personnes les plus riches de la planète, établi régulièrement par l'agence américaine Bloomberg. On trouve 4 Tchèques dans cette liste. À l'exception des citoyens russes, ce club élitiste des citoyens les plus riches de la planète ne compte qu'un seul milliardaire originaire de l'ancien bloc de l'Est, l'Ukrainien Rinat Akhmetov. Sinon, aucun Polonais, Slovaque, Bulgare, Roumain, Estonien, Lituanien ou Letton, seulement 4 Tchèques et un Ukrainien. Selon respecte l'immense fortune de ces super riches originaires de Tchéquie est donc une véritable anomalie dans cette zone géographique qui trouve probablement son origine dans l'approche tchèque de la privatisation. L'existence même de Tchèques extrêmement riches et surprenante, improbable, on devrait donc se demander si cela n'est pas dû au fait que l'État leur fait des concessions, autrement dit, si leur succès n'est pas en partie dû à l'interconnexion entre les milieux d'affaires et politiques, et s'il n'est donc pas possible que cela entraîne un déficit d'argent pour d'autres dépenses, ajoute-t-il. Fortement médiatisé, le départ de Václav Moravec de la télévision publique tchèque n'est pas un incident isolé. De concert avec l'intention de supprimer la redevance audiovisuelle, il est l'un des symptômes de la pression exercée par la coalition gouvernementale sur ce média. C'est du moins l'avis de l'éditorialiste du journal en ligne Forum24.cz qui réagit à la décision de l'un des visages les plus connus de la télévision tchèque de quitter la chaîne publique. Après 21 ans à la tête de l'émission politique dominicale Les questions de Václav Moravec, l'animateur a annoncé son départ. Les médias publics n'ont plus autant d'importance qu'avant le développement d'Internet. Néanmoins, dans une situation où le résultat des élections est très souvent très serré, le contrôle de ces médias reste d'une importance capitale pour le pouvoir en place. Celui qui contrôle les informations et l'interprétation des événements peut contrôler la société, écrit également le journal. Pour le journal en ligne Echo24.cz, le départ de Václav Moravec de la télévision tchèque soulève des questions concernant l'avenir de cette émission très suivie. Qu'adviendra-t-il de cette émission débat? Portera-t-elle un nouveau nom? Sera-t-elle supprimée? Ou encore, qui la présentera, s'interroge-t-il. Le site Seznam Zprávy indique encore à ce propos. Il est clairement regrettable que la carrière respectable de ce journaliste populaire à la télévision tchèque se termine après 2 décennies. De cette manière, c'est-à-dire par une annonce surprenante et dramatique en direct à la fin de son émission. Ce n'est pas la forme de l'annonce qui était dramatique, mais son contenu, les propos selon lesquels ce présentateur expérimenté ne peut plus garantir l'indépendance du travail éditorial et la réflexion critique sur les événements sont la dernière chose dont la télévision tchèque avait besoin en ce moment. Le journal en ligne Lidovky.cz voit l'événement d'un œil différent. Le célèbre animateur a annoncé son départ de la télévision tchèque, justifiant sa décision et expliquant qu'il ne pouvait plus garantir l'indépendance de son travail et qu'il ne voulait pas décevoir la confiance des téléspectateurs. À première vue, il s'agit d'un geste fort et noble, mais de nombreux téléspectateurs pourraient objecter. Le problème n'était-il pas plutôt que lui-même ne la garantissait plus depuis longtemps? En 21 ans, il s'est habitué à être son propre patron et ne supportait aucune ingérence. Au cours de la prochaine décennie, la Tchéquie va connaître un changement sans précédent auquel elle n'est pas préparée. Le site Aktualnia.cz explique que les générations les plus nombreuses partiront à la retraite, tandis que le nombre de personnes à la recherche d'une place dans des établissements classiques ou des établissements spécialisés pour personnes âgées ou celles nécessitant des soins intensifs permanents va fortement augmenter. Les experts tirent déjà, selon lui, la sonnette d'alarme car ces établissements manquent de place. Les données démographiques sont strictes.
dans une dizaine d'années, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans va doubler et pendant la même période, environ 300 000 personnes auront très probablement besoin d'une forme d'aide, de soutien ou de soins. Le pays ne semble pas être prêt à y faire face et pour l'instant, aucune mesure fondamentale pour le préparer à cette situation à venir n'est envisagée ou mise sur pied. Pour gérer ce tsunami qui va bientôt irrésistiblement submerger la Tchéquie, le pays pourra s'inspirer à bien des égards, comme l'indique actualnia.cz, de l'étranger. Le Japon est un modèle idéal, car ce à quoi nous serons confrontés dans 1 ou 2 décennies, les Japonais le vivent déjà aujourd'hui. Près d'un tiers de la population japonaise a déjà plus de 65 ans. Mais l'inspiration pourrait également venir d'Europe, par exemple aux Pays-Bas, où le système de soins de voisinage à domicile fonctionne avec succès depuis 20 ans déjà. Il n'existe aucune enquête concernant la popularité des administrations auprès du public. Si tel était le cas, l'Institut hydrométéorologique tchèque figurerait parmi les favoris du classement. C'est ce qu'affirme le chroniqueur du site Seznam Zprávy en lien avec les économies envisagées par le gouvernement d'Andrej Babiš et qui toucheront entre autres le secteur de la météorologie. Peu d'institutions fournissent quotidiennement aux citoyens un tel service sans lequel ils auraient du mal à fonctionner. L'utilité des données et des informations concernant la météo est évidente. La curiosité de savoir quel temps il fera, qui est propre tant aux agriculteurs et aux jardiniers qu'aux automobilistes et aux piétons, semble être un besoin naturel. L'année dernière, les météorologues ont émis au total, 369 alertes, un record historique dont 88,5% se sont avérées exactes ou partiellement exactes. La demande d'informations météorologiques augmente en raison de l'imprévisibilité du temps et de leur disponibilité numérique. L'Institut hydrométéorologique tchèque relève du ministère de l'Environnement qui est dirigé par les automobilistes. Membre de la coalition gouvernementale, le parti propose de licencier 37 employés, soit 1 sur 20. Au plus tard au début de l'année prochaine. Cette année déjà, comme l'indique encore le chroniqueur, les météorologues perdront 20 millions de courants de frais de fonctionnement, selon les instructions du ministère des Finances. La Journée internationale des droits des femmes du 8 mars suscite les embarras, mais elle est nécessaire. Voilà le titre d'un texte publié dans le quotidien d'Enik N, qui rappelle que l'ancien régime communiste accordait une grande importance à cette fête et qu'après sa chute, de moins en moins de gens avaient envie de la célébrer de quelque manière que ce soit. Cette approche clairement négative commence pourtant à changer peu à peu. Dans les pays comme la Tchéquie, il est difficile de revenir à une perception positive de la Journée internationale des femmes, en raison notamment du souvenir des festivités officielles et alcoolisées qui l'accompagnaient. Aux yeux de la plupart des gens, il s'agit donc d'une fête embarrassante, bien qu'en Occident elle ait pris une autre direction et qu'elle soit parrainée par l'ONU. Devons-nous offrir des fleurs aux femmes le 8 mars, ou rappeler les inégalités persistantes, ou nous moquer des excès bizarres du passé récent, ou passer tout cela sous silence, autant de questions qui sont régulièrement soulevées à l'occasion de cette date. Une façon d'aborder la Journée internationale des femmes, selon le journal, serait tout simplement de la prendre pour une fête et de rappeler que la moitié de la population humaine, même dans les pays démocratiques riches, est encore défavorisée à bien des égards. Merci à Alena Gebertova et Anna Kubishta pour cette revue de presse. La suite du programme, c'est avec du cinéma, car dans la nuit de dimanche à lundi se déroulera la cérémonie des Oscars à Los Angeles. Et dans la catégorie documentaire, est nommée la coproduction tchèque Mr. Nobody Against Putin, déjà récompensée au BAFTA. Coproducteur du film, l'homme d'affaires belge installé à Prague, Serge Borenstein, revient sur son engagement tardif mais décisif dans un film qui dérange autant qu'il interpelle. Rediffusion de cet entretien. Привет, это я.
Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1, а также по совместительству школьным видеографом. Передадим большой привет в камеру. Этот кабинет, а тут démocratie. Или Bonjour Serge Borenstein. À quel moment est-ce que vous avez été impliqué dans cette aventure de ce remarquable et remarqué film documentaire Monsieur Personne contre Poutine, Mr. Nobody Against Putin? Alors assez tard, je dois l'avouer. En général, un producteur est là au démarrage du film. Moi, je dois dire que je suis devenu coproducteur déjà quand le film était déjà pratiquement terminé et que j'ai rencontré par le plus grand des hasards le producteur et le réalisateur qui s'appelait David Borenstein. Mais qui n'a aucun lien de parenté avec vous. Qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a aucun lien de parenté avec moi. On prendra l'ADN et tout ce qui fait ensuite plus tard, mais pour le moment, on n'a pas de lien de parenté. On a juste des liens d'amitié très forts et on envisage d'autres projets ensemble. Alors je suppose que c'est pas la première fois qu'on vous sollicite. Qu'est-ce qui vous a décidé? Ça a été tout de suite? Vous avez vu quelques images? On vous l'a pitché? J'ai vu le film. Et je me suis dit c'est un message chef-d'œuvre que j'aurais voulu avoir fait dès le début. Alors, je ne suis ni marchand d'armes, principalement pas marchand d'armes. Donc, le meilleur moyen de contribuer ou de lutter contre cette guerre, cette horrible guerre maintenant entre l'Ukraine et la Russie, c'était à travers ce documentaire qui, je pense, est très objectif. Et c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de m'engager là-dedans. On a eu David Borenstein à ce micro. D'ailleurs, je pense que c'était une des premières interviews en français publiées sur le site. Est-ce que il a eu du mal à vous convaincre de vraiment participer, de vous engager dès le départ, ou ça a été tout naturel comme vous le dites? Pour être tout à fait honnête, il n'a pas eu de mal du tout à me convaincre. C'est plutôt non, ça a été automatique. J'ai vu son film. On s'est assis le lendemain et je lui ai dit qu'est-ce que je peux encore faire pour toi. Et il m'a dit beaucoup. On a de grandes ambitions pour ce film. On espère aller un jour dans une première sélection et ça demande du financement. J'ai dit, mais je vais te le donner. Voilà. Je vais te donner ce que je peux. Et on dirait que ça a marché. Alors, ce mois de janvier était particulièrement fructueux. Nomination aux Oscars, nomination au BAFTA, la presse internationale, New York Times, The New Yorker, la semaine dernière, avec des critiques plutôt dithyrambiques. C'est pour l'instant un pari réellement gagné? Je pense que c'est réellement gagné et je me désole du fait que le contexte politique ne va pas en notre faveur. Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui rechignent à aller contre certains mouvements, contre les Russes, contre Poutine en particulier. Et je pense que ça risque de desservir un peu le film, mais on va voir. On va voir, je reste optimiste. Ça coûte cher une campagne pour les Oscars, même une fois sélectionné pour le dernier round. On en approche très rapidement. C'est au mois de mars, 15 et 16 mars. Qu'est-ce qu'il faut faire dans votre rôle de coproducteur? Alors, remettre de l'argent sur la table, y aller vous-même, convaincre, refaire des projections avec des personnes que vous pouvez connaître? Remettre de l'argent et surtout aussi rencontrer les bonnes personnes. J'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie il y a quelques années Garry Kasparov et je l'ai introduit auprès des autres producteurs du film. Il nous a aidés d'une manière incroyable et je crois honnêtement pouvoir dire qu'on lui doit une partie de notre succès.
Et ça continue. Donc, les relations, l'argent, c'est important, mais les relations également, il serait bien, je sais qu'on essaye de contacter d'autres stars d'Hollywood, comme des gens qui vont soutenir la cause, comme DiCaprio et autres, et on travaille très fort là-dessus. Comment ça se passe, un travail comme ça ? Alors, celui-là en particulier, je peux pas vous donner de détails parce que je le fais ici de Prague. Et à Prague, moi, mon rôle était plutôt d'ordre financier, mais on a bien sûr des personnes qui sont spécialisées dans le PR, etc., et qui ont des contacts à Hollywood, et on essaye de les joindre. Mais non, je dois dire que le film attire l'attention. Quand on parle de Mr. Nobody, tout le monde est enclin à nous recevoir. Après, les résultats, on va les voir d'ici 5 semaines. Garry Kasparov, il y a eu aussi Mikhail Khodorkovsky qui a fait beaucoup de publicité pour le film. Absolument, absolument. Et ces deux-là, on leur donne une fière chandelle. Et je ne connais pas personnellement Khodorkovsky, mais je le remercie en tous les cas pour ce qu'il a fait. Mais je dois dire que Garry Kasparov il s'est pas contenté de parler en bien du film. Il a vraiment accompagné Tasha Talantin, qui est le héros, si on peut dire, qui est le narrateur et celui qui a réellement initié ce documentaire. Il l'a vraiment soutenu à bout de bras. À quel moment vous l'avez rencontré, vous, Pacha ? Je l'ai rencontré à Prague, peu après son arrivée à Prague. Il était tout frais et moulu, arrivant de Russie, et je l'ai rencontré, et je dois dire qu'il a énormément de charme personnel. C'est un personnage il a du charme, de l'humour, et c'est un héros. Alors quand je dis c'est un héros, je m'explique. Ce garçon a pris énormément de risques, énormément, et je me rappelle d'une de ses phrases qui restera jamais dans ma mémoire. C'est lors d'une présentation à New York avec des journalistes. Je me rappelle qu'un journaliste assez célèbre, dont j'ai oublié le nom, lui a demandé, Monsieur Talantin, quels sont vos projets pour le futur immédiat. Et il a répondu, écoutez, moi j'ai 34 ans maintenant, et mon projet le plus important, c'est d'essayer de vivre jusqu'à 35 ans. Et il a dit ça avec humour, mais très sérieusement, et il sait très bien qu'il prend beaucoup de risques. Ce film dérange énormément. Et comme j'aime le dire et le répéter, je crois qu'il est plus dangereux que certains missiles, etc., parce que il dérange. C'est un film qui dérange. Le coproducteur tchèque Radovan Sibert disait qu'il envisagerait peut-être de faire conducteur de tram. Il n'a aucune ambition politique, en tout cas, de ne pas devenir opposant à Vladimir Poutine officiellement. Il a d'autres projets aujourd'hui. Cette coproduction tchèque, ça a été important. Ça a été ce qui vous a mis en commun aussi avec ce projet. Absolument, absolument. Bon, les Danois et principalement David Bronstein, qui est américain mais qui vit au Danemark, donc avait entamé avait pris contact avec Talantin et en fait instruisait de Copenhague pour lui dire ce qu'il devait filmer et l'orienter un petit peu. Donc il a fait beaucoup, et les Danois ont d'ailleurs, c'est eux qui ont porté le film à Hollywood. Malheureusement, les Tchèques auraient pu le faire parce qu'ils ont pris les mêmes risques. Ils ont surtout aidé à exfiltrer, faire entrer Pacha ici en République tchèque. Ils l'ont accueilli, ils en ont fait un ami, un invité prestigieux, et ils lui ont donné l'asile politique. Ils lui ont donné l'asile politique. Donc ils avaient beaucoup de droits, mais les Tchèques ont été moins rapides que les Danois pour présenter le film, et voilà. Donc
l'image, on donne plutôt souvent, les gens pensent que c'est une production danoise. Non, c'est une coproduction tchèque-danoise. Voilà. Est-ce que votre rôle vous a permis de rencontrer des gens du milieu du cinéma ici que vous ne connaissiez pas encore et qui va aboutir à d'autres coopérations ici ? Alors non, pas vraiment, mais je dois dire que ma participation m'a aidé dans le cadre d'un autre film que je tourne ou que je produis ou coproduis en France, qui est plutôt un film de fiction, là avec d'ailleurs Kat Mehat comme acteur principal, et qui s'appelle Le héros du Louvre, qui sortira en septembre. Et le fait d'avoir été déjà nominé et aux Oscars et au BAFTA m'aide à m'introduire dans le milieu du cinéma français, qui n'est pas toujours facile. Je vous tiendrai informé du succès, j'espère, du héros du Louvre, en tous les cas. Vous parliez de Pavel Talankin comme d'un héros. Là, c'est un autre héros. Il s'appelle Babi Maklouf. Comment est-ce que, là aussi, vous êtes arrivé à travailler avec ce projet qui est également en bande dessinée de Elie Chouraki ? Absolument, tout à fait. Alors, comment c'est aussi la productrice française du film qui s'appelle Alexandra Fechner, qui elle m'a contacté, mais au début du tournage, et là j'ai pleinement participé à cette coproduction. Elie Chouraki est directeur du film, il n'est pas producteur dans ce cas, ou partiellement, mais surtout réalisateur du film. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui et avec Alexandra et toute l'équipe du film. Et on espère, le Louvre, on parle pas mal du Louvre maintenant, donc j'espère que ce film peut aider un peu peut les aider, voilà. Et c'est une belle histoire, c'est une très belle histoire. Je peux vous faire le pitch si ça vous intéresse, mais oui. Alors, donc c'est l'histoire d'un gardien de nuit d'origine israélite qui par hasard se retrouve, ou par hasard, non, il travaille au Louvre, et le directeur du Louvre décide, quand les Allemands sont à 100 kilomètres en 1940 des portes de Paris, de charger des camions et d'essayer de sauver des œuvres. Il manque un chauffeur, il fait appel à son gardien de nuit qui était là depuis 20 ans, et ce gardien de nuit part avec des œuvres, et je vous laisse découvrir le reste dans le film qui est beau. Et ce gardien de nuit, Babi Maklouf, est le grand-père d'Elie Chouraki. Et le grand-père d'Elie Chouraki, exactement. Donc c'est assez spectaculaire et assez particulier comme situation. Mais voilà, c'est un beau film. Et pour écouter cet entretien avec Serge Borenstein et toutes les émissions de Radio Prague International, pour en savoir plus sur les critiques des États-Unis sur les dépenses militaires pas assez élevées envisagées par le budget tchèque 2026, c'est sur notre site français.radio.cz, et on se retrouve sinon demain, même heure, même fréquence, pour un programme culturel.